Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle des inégalités qui se creusent avec l'intelligence artificielle. Une étude récente montre que les hommes utilisent plus l'IA au travail que les femmes. Et un autre rapport super intéressant d'Anthropic montre d'autres inégalités intéressantes à analyser. On revient sur tous ces chiffres avec Engie Ismail et on essaye de faire un bilan sur l'IA. Crise ou pas crise en 2026 ? Le S&P 500 a gagné 86% en 3 ans, 3 années consécutives de hausse, mais un marché de l'emploi qui envoie des signaux inquiétants aux US et les prophètes de malheur sont de retour. On demandera à El Professeur, grand économiste chez Silicon Carnet, ce qu'il pense de la situation économique mondiale. On a vu aussi ces dernières semaines un backlash en France comme aux US. Instagram et TikTok se sont transformés en machines à remonter dans le temps. Bring back 2016. 2016, c'est le dernier moment avant les algorithmes, le personal branding, avant les fake news généralisées. On demandera à Valran Mouléberto comment faut-il interpréter cette crise de nostalgie que vivent les Gen Z et les millennials en ce moment. Bienvenue dans Silicon Carnet, votre plus grand talk show tech de France et de Navarre. L'émission commence maintenant. Désolé d'appuyer sur pause, mais si tu kiffes cet épisode, aide-moi en t'abonnant et en likant cette vidéo. C'est ce qui me permet de continuer à produire ce contenu en toute liberté. Alors on continue, mais tu likes et tu t'abonnes. Merci d'écouter Silicon Carnet. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait énormément plaisir. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Appuyez sur le pouce bleu, comme dirait Ibra TV, c'est ce qu'il dit, le pouce bleu. Pouce bleu, 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 pouce bleu. Appuyez dessus et pensez à vous abonner et devenez membre de l'Hacienda. L'Hacienda, c'est cette communauté des fans de Silicon Carnet qui parlent quotidiennement sur WhatsApp. On a un WhatsApp privé avec plein de channels thématiques et puis ça vous donne accès à toutes les notes de l'émission. Elles sont nombreuses avec plein d'analyses, de sources, de liens super utiles. Donc ça se passe sur Substack. Abonnez-vous, ça coûte $15 par mois. C'est moins que votre budget Starbucks et ça vous rend beaucoup plus intelligent. Et puis, je voulais faire une petite aparté parce que lors du dernier épisode, j'ai invité Sarah Zitouni, qui est une femme basée en Suède, qui travaille dans le monde de l'automobile. On a parlé de Musk et les commentaires ont été très acerbes sur ce que disait Sarah. Et j'ai trouvé ces commentaires plutôt moches, je vais vous le dire très franchement. Je trouve que vous l'avez, certains d'entre vous ont été très sévères avec Sarah. Et ça m'a fait plutôt de la peine, parce que j'essaye d'inviter des gens qui, quelquefois, ne pensent pas comme nous. Et je trouve que c'est intéressant d'inviter des gens. On parlait là aussi des dérives de Grok et des images sexualisées qui touchent notamment les femmes musulmanes. Et je trouvais intéressant que Sarah soit parmi nous pour en parler. Et elle a fait l'objet de commentaires quelquefois même haineux. Ça m'a beaucoup étonné. Je sais pas si vous les avez vus ces commentaires, messieurs. Ouais, mais de toute façon, Carlos, tu me connais parce que je suis dans le débat moi avec le crayon et donc on reçoit nous pour le coup à chaque émission des gens qui sont pas d'accord et c'est toujours la même ligne et toujours la même chose là-dessus. Un commentaire qui n'est pas à quelqu'un qui n'est pas d'accord, même de manière véhémente, mais qui est constructif, c'est toujours ok. Un commentaire haineux, irrespectueux ou insultant, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, ça en dit long sur à quel point vous êtes vous-même un gros con. Donc en fait, abstenez-vous, faites des choses constructives. Et si vous voulez insulter, faites passer votre insulte dans ChatGPT et demandez-le de le faire de manière constructive. Comme ça, tout le monde y gagnera au change. Ouais, mais ça m'a étonné parce que c'est la première fois. Alors bon, bien évidemment, moi il y a plein de propos de choses qu'a dit Sarah avec lesquelles j'étais pas du tout d'accord moi-même. On a parlé beaucoup du personnage Musk, mais c'est intéressant de voir à quel point aussi ce personnage cristallise aussi les opinions. Hein, Pierre, c'est assez dingue dès qu'on parle de lui. Et pourtant, on est plutôt fan nous de Musk dans cette émission, en tout cas de l'entrepreneur. On n'est pas fan de tout, on n'est pas dans l'idolâtrie débile. Mais on n'est pas non plus dans la critique pavlovienne. Et j'ai été surpris parce que je pense que c'est vraiment c'est ce sujet de Musk, je pense, qui a créé ces réactions. Alors pas que, je pense, parce que moi je me rappelle, mon off the record, j'avais parlé d'éducation.
Et je m'étais fait aussi copieusement insulter, notamment à un moment donné par une personne. Moi, je prends la peine de répondre en étant courtois, parce que je pense qu'on a oublié la courtoisie. Et la personne m'avait répondu en s'excusant, en disant qu'il était prof universitaire, donc il était éduqué. Il était violent et pas courtois, mais éduqué. Et je pense qu'on vit dans un monde où, en fait, on peut répondre de manière violente parce que on a véritablement radicalisé les idées depuis trop longtemps. Et les gens ont perdu la nuance. Ils ont perdu l'idée de dire, en fait, je parle à un autre être humain. Et quand on parle à un autre être humain, on se doit d'avoir une forme de, je sais pas, de nuance, de respect, de courtoisie qu'on a un peu perdu. Donc, allez vous faire foutre, tous ces gens-là, parce que c'est nul. Voilà. Angie, un dernier mot et on commence l'émission. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que c'est la distance qui est créée via les commentaires. Ça crée ce syndrome de la voiture. J'appelle ça comme ça. Moi, je vis à Miami où c'est en permanence des klaxons, des insultes, des doigts d'honneur. Oui, en plus maintenant ils portent des flingues dans le dos, quoi, en fait. Ouais, alors justement, les gens qui portent des flingues sont pas les premiers à t'insulter en voiture, justement. Et je pense que dans les commentaires c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on se permet des choses qu'on se permettrait pas dans la vie, de la même façon que tu te permets de faire un doigt d'honneur à quelqu'un parce qu'il a pas tourné à gauche assez vite comme tu aurais voulu, mais tu ferais jamais ça dans un escalateur ou dans un tapis roulant. Et je suis assez d'accord avec Valorant et Pierre. Je pense que ces gens-là qui prennent pas la peine, et en plus on a du mal à faire venir des femmes dans l'émission, et en plus si c'est pour se prendre des insultes, on peut justifier le débat, on peut pas être d'accord avec quelque chose, mais en effet la courtoisie et la forme c'est super important, sinon on n'est plus des humains. Donc c'est des gens qui ont un complexe d'infériorité, sûrement en dessous de la ceinture, parce que c'est beaucoup des hommes. Et voilà, sortez de chez vous, allez vous confronter avec des idées, allez parler et arrêtez de nous faire chier. Je vous demande de vous arrêter. Bon, le message en tout cas est passé. Je pense que pour certains aussi, les paroles ont peut-être dépassé leurs pensées. En tout cas, c'est ce que j'ose espérer. C'est ce qu'on va se dire. Allez, on commence l'émission. Go yourself. Alors justement, on parle de femmes et je suis tombé sur cette stat intéressante. C'est une stat qui est sortie, je vous la montre à l'écran. L'usage de l'intelligence artificielle chez les hommes et les femmes est d'ailleurs à peu près égal, environ 50-50. Les chiffres ont bougé ces derniers mois, c'est assez intéressant d'observer. C'est vrai que l'usage chez les femmes était plus bas au départ, et puis maintenant, ça y est, il y a un catch-up et on est arrivé à l'égalité. Sauf que quand on zoome sur l'usage au travail, bien là, l'écart apparaît à nouveau. Les hommes déclarent non seulement utiliser plus souvent l'intelligence artificielle au bureau, mais aussi de manière beaucoup plus intensive. Et contrairement à l'usage général où l'écart se réduit, là, au travail, on voit bien que ça se maintient, voire que ça se creuse selon les données de Deloitte. On va commenter certains chiffres. Du coup, je me suis dit, c'est intéressant de regarder cette question d'inégalité et de regarder d'autres chiffres sur l'appropriation de l'intelligence artificielle sur une échelle beaucoup plus mondiale. Et je suis tombé, et c'est grâce à toi, Angie, sur ce rapport super détaillé qui a été fait par Anthropic sur des millions d'utilisateurs. Et là, on a des chiffres super intéressants. On va les regarder ensemble. Mais d'abord, revenons sur cet écart entre hommes et femmes. Une réaction de votre côté. Je donne les chiffres. 34% des femmes déclarent utiliser l'intelligence artificielle au moins une fois par jour. Chez les hommes, c'est 43%. Parmi les utilisateurs de l'IA qui ont déclaré l'utiliser à des fins professionnelles, 41% des femmes estiment actuellement que l'IA augmente considérablement leur productivité, contre 61% chez les hommes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On est des tricheurs. Historiquement. Non, mais en vrai, quand on regarde, enfin, en tout cas, je dis ça, je suis ni anthropologue, ni sociologue et tout, mais de ce que moi tu veux dire constate, que dans les chiffres, tu penses que les mecs mentent, en fait, dans ces chiffres? Non, pas les mecs mentent, mais les mecs ont enfin un outil de triche gratuite et illimitée. C'est-à-dire que en gros, moi je suis convaincu que les femmes historiquement dans les études, si tu prends plutôt le côté on va dire collège lycée, les femmes généralement elles sont mieux organisées et plus scolaires et les mecs ils trichent plus.
Si tu me lis ce sondage, moi je le lis en disant les mecs trichent plus, mais maintenant ils ont le droit parce que c'est l'IA, et les femmes elles continuent d'être mieux organisées, donc le gain de productivité incrémental il est plus faible. Là où un homme il avait besoin de ça pour avoir un vrai gain de productivité, une femme en moyenne avait déjà sa structure. Alors je sais pas, encore une fois là c'est vraiment le commentaire du pilier de marche. C'est intéressant moi, aussi. C'est le truc que ça m'inspire, tu vois. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Non, c'est pas faux. Je pense qu'il y a, de toute façon, tu rentres dans un casino, tu observes, t'as 95% de mecs qui sont assis aux tables à jouer. Et donc, les hommes, et en plus, on a fait l'éloge d'une femme qui était invitée, donc on peut se permettre d'avoir un débat où on va prendre parti. Mais c'est pas prendre parti, c'est juste, je pense, être constater les différences. Constater les différences. Et je pense en effet que l'IA aujourd'hui est très décriée, que les femmes historiquement ont moins cette prise de risque sur un outil nouveau. Et de toute façon, dans la tech, on le voit aussi dans les early adopters. Tu lances un SaaS, demain tu lances une application mobile. Bien sûr, sauf si l'outil que tu développes, il est destiné en priorité aux femmes. Mais si c'est destiné aux deux genres sans faire de distinction, tu vas voir que l'adoption elle est beaucoup plus rapide chez les hommes. Par contre, je dirais que l'usage qualifié et de qualité, on le voit nous, tu vois, en software, c'est souvent des femmes. C'est-à-dire que une fois que l'usage est en place, tu vas avoir une plus grande profondeur d'utilisation et comme disait Valran, plus scolaire, plus organisé, etc. Donc je pense qu'on va assister à ça, mais c'est pas étonnant de voir ces premiers constats. Après, l'autre truc que je voudrais dire, c'est que les études dont on parle, elles sont faites dans des pays nordiques. Je crois que c'est Danemark, Norvège. Oui, là, je montre une étude danoise parce que justement, on aurait pu penser que comme c'est la tech qui utilise l'intelligence artificielle en priorité et que la tech est majoritairement masculine, c'est peut-être ça qui explique ces chiffres-là. Sauf que cette étude danoise dont tu parles, donc je montre les graphiques à l'écran, démonte un petit peu cet argument puisque les chercheurs ont analysé l'usage de ChatGPT dans 11 secteurs différents, ça va du journalisme à la santé, et on constate cet écart entre hommes et femmes dans cette utilisation de l'intelligence artificielle. Donc j'ai pas beaucoup de commentaires sur cette statistique parce que je la comprends pas du tout. Ok. Pour moi, c'est véritablement peut-être une perception du risque qui est différent, où en fait c'est une espèce de balancier entre je gagne du temps mais je perds en crédibilité parce que comme c'est une technologie dont le plâtre est pas sec, peut-être que les hommes vont aller plus vite et puis se contrefoutent un peu des résultats alors que les femmes sont plus précises et se disent c'est pas encore sec le plâtre donc je vais attendre un petit peu. Donc c'est peut-être une notion de prise de risque qui est différente, mais honnêtement quand je vois cette stat je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je vous montre une autre stat ici, c'est dans la production académique, les papiers académiques publiés, et on le voit bien là, à l'arrivée de ChatGPT, les chercheurs masculins ont vu leur publication augmenter de 6% par rapport à leurs collègues féminins. C'est une augmentation relative de plus de 50% de l'écart c'est assez drôle, quoi. C'est dès que ChatGPT est arrivé, et les chercheurs se sont mis à l'utiliser beaucoup plus, et là, elles sont mis à publier beaucoup plus que les femmes. C'est assez... Le gang des tricheurs. Je sais pas. Ouais, et ça revient à cette histoire de tricheur, comme tu dis, Valran. Il y a peut-être effectivement de ça dans ces chiffres-là. En 2026, créer son entreprise ne devrait plus être un parcours du combattant. Et bonne nouvelle, avec Conto, c'est plus le cas. Conto, c'est la meilleure solution pour créer son entreprise gratuitement en ligne. Ils sont partenaires de Silicon Carnet depuis longtemps. Je les adore, c'est ma startup française préférée. Leur produit est super simple à utiliser. Tu choisis ton type de société, tu avances étape par étape et tout est centralisé au même endroit. Mais ce que je trouve génial, c'est l'accompagnement qu'ils proposent aux entrepreneurs. Tu peux confier toutes les démarches à leurs équipes. Statut, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation. Ils s'occupent de tout pour toi. Du coup, t'es jamais seul. Les équipes de Conto sont disponibles 7 jours sur 7 et tu bénéficies de 30 minutes d'échange avec un expert pour structurer ton projet et éviter les erreurs. Résultat, plus de 600 000 entrepreneurs leur font déjà confiance. C'est une entreprise sur 5 en France qui se crée aujourd'hui avec Conto, et c'est pas un hasard. Si tu envisages de te lancer cette année, commence par te simplifier la vie en choisissant Conto. Ça s'écrit QONTO.com. Allez, retour à ton épisode. Il y a une autre étude d'Anthropic, NG, c'est toi qui est tombé sur ce rapport d'Anthropic Economic Index publié cette semaine,
Tu nous parles un petit peu de cette étude, parce qu'il y a des choses super intéressantes dans cette étude. Ouais, tout à fait. C'est donc des chiffres qui sont publiés par Anthropic sur l'usage d'Anthropic, de son produit notamment le plus utilisé qui est Claude. Et l'idée, ce qu'il pousse, c'est en fait rapprocher l'usage de Claude et le PIB par habitant, par exemple, des différents pays. Et trouver en fait quelle est à la fois la qualité d'usage par pays, comment ça se décompose, mais aussi quel peut être l'impact de cet usage. Et alors, je montre la carte là, c'est assez impressionnant hein, cette carte. Qui sont les 5 premiers pays utilisateurs? 1, les États-Unis. 2, l'Inde. En 3, le Japon, le Royaume-Uni et ensuite la Corée du Sud. Le Brésil émerge aussi, un usage très important au Brésil, dans les Balkans. Alors là, je ne comprends pas hein, cet usage soudain dans les Balkans. Pourquoi les Balkans? C'est sur Claude seulement ou c'est sur tous les LLM? Non, c'est Claude. C'est Claude et l'API aussi de Anthropic, notamment. Ouais, donc il y a un sujet de perforation de marché par rapport au marketing aussi. C'est-à-dire que du coup, c'est potentiellement un pays où tu as une forte prépondérance, on va dire, en termes de proportion de population des métiers d'ingénieurs, de dev et de programmateurs. Enfin, de programmeurs. Parce que quand tu regardes, au final, les pays des Balkans, c'est des pays où il y a beaucoup de programmeurs aussi. L'Inde, pareil. Le Japon et tout pareil. Là où tu en as historiquement moins en Italie, en France ou en Espagne, tu vois. Il y a en fait, ce qu'il y a, c'est cette corrélation entre le PIB et l'usage de Claude. Claude, on sait que c'est un outil qui est largement utilisé pour le travail. Peut-être qu'on n'aurait pas les mêmes chiffres si on regardait les chiffres de ChatGPT. Mais il y a véritablement un écart qui se creuse entre pays riches et pays pauvres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat avec l'intelligence artificielle comme une sorte de grand égalisateur. L'IA allait égaliser un petit peu tout le monde. Et on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Hein. Et on voit que l'écart se creuse. Juste un petit commentaire là-dessus. Tout simplement, ça coûte cher d'utiliser les AI. C'est-à-dire qu'il faut payer. C'est pas un service gratuit, loin de là. Il faut quand même certains moyens. Et que donc, c'est un peu logique que les gens qui ont plus de sous que les autres soient plus utilisateurs de l'AI aujourd'hui. Il y a d'autres raisons, mais celle-là, elle est évidente. Le point, du coup, il est assez important parce que là, on parle d'un modèle propriétaire, Claude, qui est pas super cher pour nous si on vit aux États-Unis, en France, etc. Mais en effet, ça représente un vrai investissement dès que tu es dans un pays en développement. Et donc, on n'a pas les chiffres, par exemple, des modèles de l'open source qui sont beaucoup plus utilisés par justement des pays en développement. Et d'ailleurs, tu vois, la Chine, typiquement, je pense que pour des raisons à la fois de contrôle politique, entre guillemets, mais aussi des raisons économiques, il y a énormément de pays qu'on va pas retrouver dans ce genre d'études parce qu'ils vont préférer passer par du modèle gratuit, local, que tu vois, tu fais tourner sur ton petit ordinateur chez toi, quoi. Ouais, mais il y a aussi une question de niveau d'éducation. On remarque que le niveau de seniorité d'une personne a eu un énorme impact sur la profondeur de son utilisation et aussi que le niveau d'études a un énorme impact sur la profondeur d'utilisation. En gros, pour la faire très schématiquement, le jeune con de 18 ans qui vient de milieux défavorisés va avoir un usage de l'intelligence artificielle extrêmement superficiel versus, on va dire, le cinquantenaire fan de tech depuis 20 ans qui lui peut passer sa journée dessus. Et donc, en fait, j'imagine que si tu fais ça, et cette logique-là et cette mécanique-là, elle s'applique aussi aux pays développés qui sont historiquement plus éduqués et plus âgés que les pays en développement. Oui, c'est ce que tu dis est très vrai. Hein. Je montre ce graphique-là qui montre qu'il y a une véritable corrélation entre la rapidité à obtenir une réponse correcte de l'intelligence artificielle avec le niveau d'études. On le voit bien. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus on formule bien les questions, plus on utilise correctement l'intelligence artificielle, plus vite on obtient les bonnes réponses. Et il y a une véritable corrélation entre les deux. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Valran, notamment chez les étudiants, on se rend compte qu'il y a un mauvais usage en fait de l'intelligence artificielle en ce moment, quoi. Et ça va prendre du temps. Il y a effectivement des gens qui utilisent l'intelligence artificielle soit pour se débarrasser des devoirs à la maison essentiellement, et d'autres qui utilisent l'intelligence artificielle de manière différente pour progresser, apprendre des nouvelles choses et des choses comme ça. Et ça, on le voit bien avec le niveau d'études.
Est-ce que vous avez vu ce graphe? Là, je le montre. Il est assez impressionnant. Il m'a beaucoup impressionné. C'est un graphe qui montre comment est-ce que l'intelligence artificielle couvre tous les métiers aujourd'hui qui existent. Et ces métiers, ils sont classés par niveau d'éducation. Ok. Donc, on voit que des métiers qui demandent peu d'éducation ne sont pas encore entièrement couverts par l'intelligence artificielle. En bleu, c'est les métiers et en rouge, en orange, vous voyez qu'est-ce que l'intelligence artificielle couvre. Donc on le voit bien parce qu'on le dit. Et là, enfin, on a les chiffres. On dit, bah voilà, le métier, par exemple, le plombier, c'est l'avenir, etc. Bah oui, mais il y a quand même une petite couverture à 10 ans d'études. C'est-à-dire si on commence l'école à 6 ans, c'est-à-dire des gens qui ont laissé l'école à 16 ans, des choses comme ça, ou à 18 ans, bah là, il n'y a pas une couverture très très forte. L'intelligence artificielle ne vient pas remplacer en fait ces métiers-là. En revanche, plus on avance dans le niveau d'éducation et plus la couverture de l'intelligence artificielle est énorme. Et ça, c'est assez impressionnant, quoi. Pierre. Tout simplement parce que l'AI est un multiplicateur. Si tu as un input bac plus 5, tu as un output bac plus 5. Et en fait, c'est une prime à l'expertise, l'AI aujourd'hui. Donc, l'autre élément, c'est que c'est un outil qui permet d'orchestrer et de remplacer des compétences de bas niveau. Donc, quand tu es orchestrateur, manager, architecte, etc., tu sais utiliser l'AI avec toute sa puissance. Mais quand tu es, on va dire, juste l'exécutant, donc l'exécution, elle est quasiment remplacée, bah, l'AI, tu sais pas t'en servir parce qu'en fait, elle te remplace. Donc, évidemment, c'est une utilisation aujourd'hui qui est assez élitiste, on peut dire ça comme ça. Hein. C'est une prime à la complexité. Pourquoi en fait? Parce que l'AI sait pas gérer la complexité aussi bien que les choses simples. Et donc tous les gens qui font des choses complexes peuvent s'agrémenter d'une AI pour aller plus vite. Tous les gens qui font des choses un peu plus simples, sont tout simplement remplacés par l'AI. Et je pense qu'on va assister à quelque chose d'intéressant. Et je sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais en général sur la technologie. Quand tu regardes justement l'écart entre les pays plus développés et moins développés, tu as toujours cette période où les pays non développés ou en développement vont accéder à la technologie un peu plus tard, mais d'une façon complètement différente. Typiquement, nous on a tous eu des ordinateurs, des PC chez nous en fixe avec Internet. Par exemple, typiquement en Afrique, moi dans ma famille en Tunisie, il n'y a personne qui a jamais eu un ordinateur physique. Par contre, ils sont tous passés mobile, 5G et éventuellement laptop très très rapidement. Donc je pense que on n'est pas encore au niveau où l'AI elle est accessible d'une façon aussi simpliste que tu peux typiquement faire des choses incroyables depuis un téléphone ou juste un usage plus simple. L'éducation, d'ailleurs, ça ressort beaucoup dans l'étude, c'est peut-être la voie qui va faire que la prochaine génération va en fait complètement se former avec l'IA. Et donc, dans 2, 3, 4 ans d'ici là, l'écart va se réduire parce que, comme tu disais, Pierre, aujourd'hui, c'est des jobs qui sont remplacés principalement parce que la formation qui était nécessaire pour faire ces jobs est relativement basse, enfin quelques années d'études ou pas du tout. Et les jobs intermédiaires, c'est ça. C'est les jobs intermédiaires, voilà. Les junior jobs, etc. Donc tu vas avoir une génération qui va sûrement leapfrog l'IA, qui va se former avec l'IA et qui en fait, ça se trouve dans 2 ans, ils seront meilleurs que nous à prompter parce qu'ils se sont formés avec l'IA. Et je pense que ça, on le voit beaucoup, tu vois, en technologie. Donc, je pense que c'est une distribution normale, ce qu'on voit, mais en effet, c'est assez fou de le voir avec des chiffres comme ça, quoi. En ce moment, c'est la folie dans la Silicon Valley. L'IA accélère, les cartes sont redistribuées. Et pour comprendre ce qui se joue vraiment, vous pouvez écouter Silicon Carnet, mais le mieux, c'est encore de venir sur place. Du coup, je voulais vous parler de Ramp Up Lab, partenaire de Silicon Carnet. Ramp Up Lab, c'est Boris et Marie, des amis de longue date que je connais bien. Ils sont basés dans la Silicon Valley depuis près de 20 ans. Et ils organisent des Learning Expeditions sur mesure à San Francisco pour des dirigeants, des équipes d'innovation et des programmes MBA. Concrètement, c'est 2 à 7 jours d'immersion dans ce que la vallée fait de mieux aujourd'hui. Vous visitez des grands groupes comme Nvidia, Google ou Meta, mais aussi des startups, des investisseurs, des labs et des campus. Je fais partie des intervenants et je peux vous dire, c'est pas du tourisme. Chaque immersion, c'est un vrai bootcamp
avec des analyses, du retour terrain, des ateliers IA et innovation, avec un objectif clair, transformer tout ce que vous voyez en feuille de route pour votre entreprise. Ramp-Up Lab s'occupe de tout sur place. Alors, si vous cherchez un partenaire pour votre prochaine Learning Expedition dans la Silicon Valley, je vous conseille d'aller faire un tour sur rampuplab.com. Allez, retour à ton épisode. Dernier point, c'est la productivité. Les estimations d'Anthropic sont assez instructives. L'IA pourrait ajouter, selon Anthropic, 1,8 points de croissance de productivité par an aux États-Unis. C'est colossal, hein. Ça ramènerait la productivité américaine au niveau de la fin des années 90. Hein. Mais il y a un point très intéressant dans cette étude, c'est la fiabilité des modèles. Claude, et encore une fois, cette étude, elle ne traite que de Claude, ne réussit pas toutes les tâches. Il y a un taux de succès qui diminue avec la complexité. C'est-à-dire, on a environ 70% des tâches simples qui demandent, en grosso modo, moins d'1 heure de travail humain. Ces tâches-là, elles sont plutôt bien réalisées par les outils d'intelligence artificielle. Mais quand on passe le cap de 3,5 heures, donc quand c'est des tâches qui demandent plus de 3 heures, là, le taux de succès, il chute à 50%. Donc ça va venir aussi pondérer peut-être les chiffres de productivité que nous annonce. Ça me fait penser d'ailleurs au rapport du MIT dont on avait déjà parlé dans Silicon Carney, qui disait que 95% des projets pilotes qui avaient été mis en place d'intelligence artificielle en entreprise produisaient pas d'impact mesurable sur les résultats financiers. Ils avaient fait cette étude sur environ 300 projets et 350 employeurs et ils avaient constaté que seulement 5% des programmes atteignaient une accélération rapide des revenus. Ça, c'est intéressant. Est-ce que la promesse qu'on fait de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est véritable? Est-ce que c'est pour répondre à un mail, c'est super, hein, ça c'est génial. Mais quand il s'agit de faire des trucs un peu compliqués, je te pose la question à toi, NJ, parce que toi, tu es exactement sur ce type de tâches, des tâches complexes dans le domaine de la finance. Est-ce que ça marche? En fait, il faut remettre, je pense, l'IA dans ce que c'est déjà. Donc là, le produit dont on parle, qui est Claude, par exemple, il faut pas croire que Claude, on va lui poser un prompt et il peut faire la même chose avec un prompt qu'avec 10 prompts différents. C'est-à-dire que là, souvent, les études, elles vont partir du principe que, en effet, sur des tâches complexes qui requièrent plusieurs heures de travail, l'IA ne va pas faire tout le travail qu'on attend avec un seul prompt. Parce qu'en fait, ce qu'il va falloir, c'est potentiellement plusieurs modèles. Il va falloir ajouter de la base de données derrière. Il va falloir ajouter d'autres outils, en fait, pour réaliser la tâche que tu veux. Et on appelle ça du one shot. Tu vois, quand tu fais un prompt et t'as un mail, la tâche est super simple. Donc, en effet, tu fais un prompt une fois et ça te répond un mail qui est tout à fait correct. Donc, tu le copies-colles et tu l'envoies. Ou tu l'utilises directement dans ton email. Il n'y a pas de souci. Si tu veux faire un rapport, typiquement le rapport là de Anthropic, ce qu'ils ont sorti, qui fait des dizaines de pages avec des graphes, etc., je suis sûr qu'ils ont utilisé Claude. Mais ils ont utilisé pas mal d'outils. Par exemple, l'outil graph, c'est pas quelque chose que tu vas trouver directement dans Claude. Et d'ailleurs, tu vois, typiquement, Anthropic, encore eux, ils ont sorti la semaine dernière quelque chose qui est en train de faire beaucoup de bruit, qui s'appelle Cowork. Et c'est un outil que tu installes sur ton ordinateur et qui va pouvoir justement faire des tâches un peu plus complexes avec plusieurs fichiers, avec plusieurs dossiers et directement accès à ton ordinateur. Et donc, les entreprises, pour revenir sur tes 95% du MIT, il y a 2 ans, quand on leur a dit « Tiens, t'as une boîte magique qui va te faire tout et n'importe quoi », elles se sont dit « Génial, on va le faire ». Mais elles ont demandé à qui? Elles ont demandé à des boîtes qui elles-mêmes venaient d'avoir accès aux outils et qui se sont improvisées. Voilà, tout le monde s'est improvisé, tu vois, super AI. Donnez-vous mes conseils en IA. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est en fait tout le monde a dit moi je sais faire. Et alors t'as deux types. T'as les intégrateurs qui sont arrivés avec de toute façon comme tout le monde, on est tous en train de découvrir vraiment la capacité du truc. Et puis t'as les entreprises qui ont pas du tout l'ADN tech et qui se sont mis à héberger leurs propres modèles, les fine-tuner et en fait investir des montants ahurissants alors qu'ils n'avaient pas investi eux-mêmes déjà dans leur transformation cloud et digital. Bref, donc en fait tout ça contribue au fait qu'on se dit est-ce que vraiment l'IA va faire des gains de productivité? Et moi j'en suis persuadé, mais ça requiert du travail, ça requiert beaucoup plus qu'un simple prompt, ça requiert du savoir-faire. Alors moi je travaille sur un projet où j'ai beaucoup travaillé avec de l'IA.
donc je commence à avoir une opinion formée. Je pense que le schisme qu'on est en train de vivre, c'est qu'en fait, on a un langage qui est non déterministe. C'est-à-dire qu'on pose une question et ce qui va nous retourner n'est pas prévisible. Or, le coding, c'est un système totalement prévisible. Et quand on fournit un service, quand on est une entreprise à un client, il est absolument essentiel que l'outcome potentiel soit prévisible d'une certaine manière. Et donc, on essaie de mélanger du non déterministe avec du code, et c'est une chose qu'on est en train d'apprendre. Moi, ce que j'ai pu faire dans mon projet, c'est qu'au départ, on peut appeler ça des hallucinations ou des mauvaises réponses, c'est comme vous voulez, mais qu'à force de contraindre l'AI en lui fixant des règles, on arrive à avoir des résultats qui sont extraordinaires. Donc moi, ma position, c'est oui, il y a un énorme gain de productivité, totalement incontestable. La façon dont on manipule ça dans le contexte qu'on a aujourd'hui, on est encore en train d'apprendre. Donc moi, j'ai aucun doute sur la productivité. Je pense que j'ai un doute sur notre capacité à encore savoir l'exploiter. Allez, un peu d'économie américaine dans Silicon Carnet. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. En ce moment, il y a les prophètes de malheur qui sont de retour. Dean Baker avait prédit la bulle .com de 2000 et la crise des subprimes de 2007. Il réduit maintenant son exposition au marché. Même chose chez Michael Burry, on en a beaucoup parlé. C'est lui qui avait inspiré le film Le Big Short, tout le monde s'en rappelle. Aujourd'hui, il parie contre Nvidia et Palantir. Il publie une newsletter. Et vous avez vu la newsletter vous avez fait les calculs là, de la newsletter de Michael Burry. C'est juste malade. Il a 195 000 abonnés. Ça coûte $39 par mois. Faites le calcul, je l'ai fait pour vous. C'est 85 millions de dollars. C'est 80 millions de dollars par an de revenus sur Substack. Je sais pas si vous voyez le truc, le délire. C'est absurde. Le mec est tout seul. Lui, hein. Et le mec est tout seul. Il se fait 80 millions de dollars sur Substack. Bon, Substack doit être content d'avoir un Michael Burry. J'espère qu'il nous écrit des trucs de ouf, tu vois. Ouais. Tu vois, avec ce revenu-là, faut que le mec il nous fasse des poèmes de cinglés, quoi. Tu vois. Non, elle est super sa newsletter. Alors justement, Michael Burry, il compare OpenAI à Netscape. On a fait cette comparaison. On n'est pas Michael Burry, mais nous aussi on l'a fait cette comparaison. Il y a aussi James Chanos, celui qui avait parié sur la chute d'Enron, qui lui aussi, il voit les mêmes signaux qu'à l'époque de la bulle Internet. Alors je vous pose la question, crise ou pas crise en 2026 ? On est encore au mois de janvier, c'est le moment. Pierre, tu veux commencer là-dessus ? Crise ou pas crise en 2026 ? Bon, c'est difficile à dire. Moi, je suis pas prophète et je le serai jamais. Si je t'ai annoncé comme notre expert en intelligence artificielle, donc. Alors, joignez vos mains, mettez-vous à genoux, je vais vous faire une grande révélation extraordinaire. Alors, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que la bulle, elle n'est pas dans la technologie. La technologie, elle marche, et elle marchera de mieux en mieux. La bulle, elle est dans notre capacité à en faire quelque chose de productif. C'est-à-dire, 1, des produits, et 2, que les entreprises s'approprient cette technologie pour faire des choses. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les produits qu'on arrive à faire, parce qu'on a quand même beaucoup de startups et beaucoup d'entreprises qui font des produits sur la base de l'AI, ne tiennent pas longtemps. Ils tiennent pas longtemps parce qu'on peut les copier, parce que c'est un modèle qui est un peu accessible à tous, et qu'en fait, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et que donc, il y a une mortalité qui est extraordinaire dans les startups aujourd'hui. Le deuxième truc qu'on constate, c'est que faire un produit AI, ça coûte de l'argent. Et que les coûts, les COGS sont très élevés, parce que plus les gens l'utilisent, plus ça coûte de l'argent, et que donc c'est pas si facile d'avoir un business model qui soit, on va dire, stable et viable. Donc c'est un deuxième élément. En fait, donc pour moi, il y a cette interrogation. Maintenant, si on regarde pourquoi ça ne serait pas une bulle, pour moi, on est en train de bâtir l'infrastructure de demain. C'est comme si quand on avait inventé l'électricité, on avait dit, il n'y a pas encore de lampe avec une ampoule halogène, donc on ne sait pas quoi en faire. Oui, mais un jour, il y aura des lampes et un jour, on va savoir quoi en faire. Et on est en train de créer cette infrastructure qui coûte extrêmement cher. Donc là, il y a des paris qui sont faits, qui sont aussi des paris, on va dire, militaires et souverains, qui consistent à dire, on a besoin de bâtir l'infrastructure parce que c'est notre pays qui va en dépendre dans les années qui vont suivre. Donc il y a beaucoup d'investissement qui est fait, avec aujourd'hui peu d'usage, on peut le dire, par rapport à ce qui est fait comme investissement. Mais les usages sont plus importants quand même, tout de même, que les usages qu'on avait à l'époque de l'Internet et des bulles de l'Internet. Oui, parce que l'IA est très transversale. En fait, quand tu regardes, ça touche tous les pays.
tous les domaines d'activité, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit le militaire, que ce soit ce qu'on veut, l'AI touche absolument tous les secteurs. Donc c'est une des rares technologies totalement transversales. Donc évidemment les gains potentiels d'une technologie de cette nature-là sont absolument gigantesques. Donc voilà c'est un début d'argument, mais voilà ce qu'on peut commencer à dire sur cette question. Je vais prendre le relais si ça te va, Carlos. Vas-y. Je vais commencer par un préambule et après je vais faire 2 grands points sur le sujet. Mon premier et puis j'aimerais qu'on parle dire... aussi de sa bulle aussi, de cette infrastructure dont parle Pierre, qu'en fait, et ces investissements qui sont absolument colossaux dans le domaine et qu'on commence un petit peu... c'est mon préambule. Moi, c'est mon préambule. Parfait. Mon préambule, c'est de dire, vu la taille des investissements et y compris le côté un peu lascar et le côté un peu, on va dire, sous le manteau de Nvidia qui investit chez OpenAI pour qu'ils puissent acheter eux-mêmes leurs propres puces. En gros, tous ces trucs-là. Cette économie circulaire, quoi. Tout cela peut mener à une crise. Ça, voilà, en tout cas, voilà. Moi, c'est quelque chose, ou à une bulle, enfin, c'est quelque chose qui est possible. Ceci étant dit, moi, il y a 2 choses que je veux dire sur, en gros, pourquoi je pense que si crise ou bulle il y a, elle ne sera pas éternelle et croyez-moi qu'il faut pas parier contre l'IA, en tout cas à long terme. La première chose, c'est la question des emplois. Ah la vache, il y a moins d'emplois, donc s'il y a moins d'emplois, il y aura moins de consommation, donc il y aura moins de croissance économique. C'est pas exact parce que on est sur la première révolution qui littéralement peut sortir les humains de la boucle de productivité. Encore plus au fur et à mesure que la technologie s'améliore et que la robotique entre dans la danse. Donc l'index des jobs est toujours un bon index, notamment sur la partie consommation. Mais ça serait ce serait une erreur selon moi de considérer l'importance de cet index au même titre qu'au moment de la bulle Internet. Parce que ça n'est pas de la même nature par rapport à aujourd'hui. Là où l'Internet était quelque chose de très distribué par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est ce que Alexandre Lézet, quand on parlait de Bitcoin, avait dit sur cette émission-là. Le principal sujet, c'est qu'aujourd'hui, il peut ne jamais y avoir de crise et ne jamais avoir de bulle qui explose parce qu'en fait, c'est juste que l'inflation continue d'augmenter et parfois même supérieure à ce qu'on nous annonce. Avec un exemple très simple et qui, à mon avis, va vous parler à tous, qui est que le sujet d'aujourd'hui, c'est d'avoir des hard assets. Qu'est-ce qu'un hard asset ? C'est les entreprises monopolistiques, c'est de l'immobilier de grande ville, c'est de l'or, c'est du bitcoin, c'est ce genre de choses. Parce qu'en fait, tout le reste, potentiellement, est en train de perdre de la valeur. Ouais. Exactement, parce que Trump, de toute façon, lui, son but, c'est d'avoir des cours de bourse en haut, donc il va toujours imprimer de l'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait la guerre à ce bon vieux Jérôme Powell. Et donc, c'est vraiment de comprendre que il peut ne pas y avoir de bulle alors qu'il aurait dû y en avoir une, parce que le système financier a changé de règles depuis 2008 et on continue d'imprimer de l'argent. Et c'est d'ailleurs, et j'ai terminé là-dessus, pour cette exacte raison que Michael Burry a arrêté la finance et a lancé sa newsletter, parce qu'il a dit, selon mes indicateurs, les dés sont pipés, ça a continué de monter tout haut, il était en mode, bon, j'arrête, en fait, le jeu, il est juste truqué. Et oui, Michael, le jeu est truqué. Ça n'empêche pas qu'en tant qu'investisseur individuel, faut comprendre où se mettre dans un jeu truqué, faut se mettre sur les trucs qui sont rares, ceux qui ont une valeur rare. NJ, une réaction? Ouais, super point. Moi, je vais continuer dans les 2 points de Valorant. Le premier sur la partie infrastructure, il y a aussi un phénomène de waterfall, de cascade en fait. C'est que quand on construit des énormes data centers comme on en a besoin aujourd'hui, tu vas avoir plusieurs pans de l'économie qui vont être impactés. Donc l'immobilier forcément parce qu'il faut acheter des terrains. Tu vas avoir la construction, les matières premières parce que pour construire à la fois le data center ou alors pour construire les GPU, etc., tu vas avoir besoin de superconducteurs, donc or, argent. Achetez du cuivre en ce moment. Achetez du cuivre. Il faut le dénuder comme la cousine, mon copain. Comme la cousine en plein mois de juillet. Donc en fait, toutes les matières premières montent et donc il y a des gens qui s'enrichissent dans tout ça. Et puis après, tu as besoin de spécialistes, tu as besoin de, par exemple, les jobs qui sont en grande demande, c'est donc on en a déjà parlé, c'est électricien, mais aussi climatisateur, je sais pas comment on dit, le métier de installer des clims, etc. Et donc nous, par exemple, tu vois, en Floride, il y a des gens, notre voisin là, qui habite en face, c'est un mec qui installe des clims et en fait, il a de plus en plus de gros projets. Qui l'amène à voyager en dehors de Floride, tu vois. Donc c'est un data point super petit, mais on sait ça. Et donc ça, c'est très différent de la bulle Internet où en gros les premiers usages, ils étaient très
très online, t'avais pas beaucoup d'applications dans le monde réel. Donc ça, c'est pour la partie infra. Je pense qu'il y a ce système de cascade de valeurs en fait qui se répartit un peu plus dans l'économie, et ça c'est bien parce que du coup ça fait monter la valeur des choses. Et sur la partie, je dirais plus d'économie et donc de job, de demande, on va en fait a priori avoir un monde dans 5, 10, 15 ans, donc les pontes de la Silicon Valley appellent ça le monde d'abondance, donc où tu as un surplus de tout, et donc les prix des choses deviennent de moins en moins chers, donc tu n'as plus besoin de beaucoup travailler finalement, parce que tout est accessible et potentiellement même gratuit. Alors ça, c'est dans l'imaginaire complet de la Silicon Valley. Mais donc il est possible qu'à cause de ça, à cause de cet état de point de bascule, en effet, on a réinventé les règles de l'économie qu'on lit depuis des dizaines d'années. Et tu vois, à chaque fois, c'est des cycles. On dit, ah, bah tiens, c'est un cycle, donc là, c'est obligé, ça doit péter, parce que en fait, c'est conjoncturel, il doit y avoir une bulle pour repartir vers l'avant. Mais si on réinvente un modèle qui est complètement différent, notamment via l'IA et via cette économie d'abondance, il est possible que ça pète jamais. Néanmoins, mon avis perso, c'est que on est un peu au top, et donc il y a potentiellement une chute des actifs, notamment tout ce qui est stock, etc., à prédire, et pour acheter plus, mais ça, il faut quand même se méfier. Ben justement, les chiffres, ils donnent le vertige. Hein. Le S&P 500, il a gagné 17,8% en 2025. Il avait gagné 25% en 2024, 26,3% en 2023. On n'a jamais vu le S&P 500 être positif et continuer à gagner plus de 3 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui prédisent la crise en 2026. Je te donne la parole tout de suite, Valran. Je veux juste donner les chiffres. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que cette valorisation en fait du S&P 500, c'est plus de 86% sur 3 ans. Et c'est colossal. Hein. Si vous avez mis $100,000 il y a 3 ans sur le S&P 500, aujourd'hui vous en auriez 186 000. C'est absolument colossal. Mais ça tient vraiment sur des résultats. Les S&P 500, les boîtes, elles font des résultats. C'est pas de la valorisation purement spéculative. Il y a des vrais résultats. Les boîtes du S&P 500, elles sont très efficaces et elles font des résultats. Oui, Valorant, tu voulais dire un truc. Je voulais juste moduler l'année qu'on vient de vivre, qui n'est pas du tout la même que 2023 ou 2024, qui était pour le coup de vraies années de surperformance du S&P, parce que cette année, il y a aussi la dévaluation du dollar, qui a un double effet. L'effet de pondérer la hausse du S&P à l'euro, au franc, au yuan, donc du coup, qui par exemple par rapport à l'euro, en fait, c'est plus 17, c'est 6. Donc c'est quand même pas la même chose. Et de pondérer les résultats des boîtes américaines, qui du coup vendent plus cher quand elles vendent en Europe, en Chine ou ailleurs, parce qu'en fait, elles vendent par rapport à un dollar plus Elles faible. récupèrent des euros et qu'elles les transforment en dollars, oui, c'est ça, oui. Ouais, et donc je le dis juste, histoire que les gens aient quand même à l'esprit que l'année 2025 peut pas être tout à fait mis dans la même catégorie que 2023-2024, qui étaient pour le coup des vraies années de boom, quoi, des vraies années de OK, on vient de découvrir une technologie qu'on n'avait pas avant, quoi, tu vois. Bon, j'ai une question pour laquelle je n'ai pas la réponse, qui est la suivante. On met des milliards, des centaines de milliards, presque des trilliards à terme dans l'infrastructure. Ma question, c'est l'obsolescence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le hardware qu'on a acheté devient obsolète. Et donc, il va falloir que, avant que ce hardware ne devienne obsolète, on ait quand même un petit peu rentabilisé ces milliards qu'on a investis. Et donc, si on n'a pas rapidement un rattrapage de l'usage de l'AI et de la monétisation de l'AI de manière massive sur ces data centers, on aura malgré tout un problème. Et j'ai pas la réponse parce que je ne sais pas combien de temps peut durer une puce Nvidia sans devenir obsolète. 3-4 ans. Hein. Voilà, donc c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que si le data center n'est pas utilisé à son maximum lorsqu'il est construit parce qu'il y a un usage extraordinaire de l'AI, on a investi trop d'argent dans des trucs qui ne servent pas à grand-chose. Et ça, j'ai pas la réponse. Et moi, ce qui me fait très peur aussi, au-delà de effectivement ça, l'obsolescence de ces puces, c'est aussi la manière dont aujourd'hui sont financés ces investissements dans ces infrastructures. On remarque qu'il y a des montages assez pourris, quoi, en fait, de la part des GAFAM qui isolent l'investissement de ces infrastructures dans des véhicules qui sont hors bilan, c'est-à-dire que ces investissements n'apparaissent pas dans leur bilan, et on voit ces montages-là fleurir un petit peu. Ça pue un peu la subprime de 2007-2008 sur le financement, un recours à la dette absolument colossal.
je sais plus qui c'est qui parlait de ça sur WhatsApp, mais on voit que Oracle est en difficulté, hein, notamment sur son deal avec OpenAI, et il y a les investisseurs, les actionnaires de Oracle qui sont en train de mener une action en justice contre Oracle parce que la manière de financer en fait ce deal avec OpenAI, elle est plus que bancale, effectivement. Un petit mot sur Trump, parce que il est assez fier de lui, Trump. Il nous montre que la balance, le déficit commercial américain, il baisse forcément. Il dit comme quoi, là je monte les chiffres. Ça marche, son histoire de taxes douanières. On le voit bien, le déficit est en baisse absolument colossale, moins 30 milliards sur le déficit commercial américain. Un taux d'emploi qui reste autour de 4%, ça fait rêver, mais il y a aussi une perte de job importante et finalement sur l'année 2025, quand on regarde les chiffres, l'économie américaine en décembre 2025, elle n'a créé que 50 000 emplois. C'est les chiffres de création de jobs sur l'ensemble de 2025 ont été les plus faibles en 5 ans. Donc là, c'est quand même, tu le disais, Valorant, c'est peut-être pas intéressant de regarder ces chiffres-là de l'emploi parce qu'on est dans un tel shift. En tout cas, ça n'est pas pondéré de la même manière qu'on l'aurait fait il y a 20 ans. Ok, mais dans l'opinion publique, c'est sûr. Ça fait mais je mal. dis pas que les jobs n'ont pas d'utilité. Je parle juste de résultats économiques versus emploi. Là où les boîtes sont de plus en plus dans une compétition de bénéfices par employé les plus élevés possibles. Donc, d'un point de vue économique, c'est pas financier d'ailleurs. D'un point de vue financier, c'est peut-être pas dramatique. En revanche, d'un point de vue social, c'est sûr que c'est pas bien. Regardez d'ailleurs sur ce tableau où sont créés les boulots aujourd'hui aux États-Unis. Plus 47 000 jobs. Je parle là de décembre 2025. C'est des chiffres tout frais. C'est dans hospitality, tout ce qui est loisirs. Donc retour aux expériences in real life, et là où on perd du boulot, en fait, c'est 25 000 dans le retail, donc les commerces de proximité, 11 000 dans la construction. On perd 8 000 jobs dans l'industrie. C'est pas rien aux États-Unis. Là où on gagne des jobs, c'est dans le tourisme et dans la santé, plus 21 000 jobs sur décembre 2025. L'intelligence artificielle qui fait face à un véritable backlash, notamment du côté du grand public. On le voit bien, dès qu'une marque, que ce soit McDonald's, Coca-Cola ou Google, fait une publicité à base d'intelligence artificielle, c'est un tollé. À l'inverse d'ailleurs je crois que c'est Intermarché en France qui a fait une pub, elle, sans IA, qui a été un carton absolument incroyable. Et je me suis posé la question de savoir est-ce que l'industrie vivait dans cette petite bulle, l'industrie de la tech, et ne prenait pas en compte ce backlash du grand public pour l'intelligence artificielle. Et j'ai été regarder du côté du CES 2026, où je n'étais pas, mais on me rapporte des choses très intéressantes où on me dit que il y a véritablement la volonté pour l'industrie de la tech de faire passer l'intelligence artificielle pour quelque chose de sympa. C'est sympa, l'intelligence artificielle. Et on a vu tout un tas de robots, d'hologrammes, d'avatars avec des formes plus ou moins sympathiques, enfin très sympathiques, des compagnons virtuels qui fleurissaient tout au long de ce CES 2026 pour nous faire passer l'intelligence artificielle pour quelque chose, pour un ami, en fait, un ami qui vous veut du bien. Mais visiblement, ça suffit pas, puisque ces dernières semaines sur Instagram et TikTok, on a vu un nouveau phénomène avec un mème qui est en train d'exploser. C'est celui de Bring Back 2016. Ce hashtag, c'est les millennials et les Gen Z qui tout d'un coup auraient une nostalgie pour 2016. Alors quand moi j'ai entendu 2016, c'est ma fille qui m'en a parlé. Je me suis dit mais 2016 c'était hier. Moi je pensais pas à 2016, j'aurais pensé plutôt à 96 ou à 2006 à la rigueur. Et j'ai essayé de me poser la question de pourquoi 2016. Et en fait, il y a une véritable raison derrière ce chiffre de 2016. Mais je voulais savoir ce que vous en pensez de ça, de ce backlash de l'intelligence artificielle. Il y a 3 sujets dans le sujet. Mais après, peut-être que tu veux pas que je spoil certains facteurs qui font que 2016 était des années
qui était bien Vas-y, apprécié on par peut les y gens. aller. tu vois. Vas-y, non, mais vas-y. On peut aller. Alors il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que c'était un peu la dernière année où l'algorithme était d'abord décidé par les abonnements, notamment sur YouTube et Instagram. Et donc c'est-à-dire qu'en fait on était beaucoup plus proactif dans ce qu'on consommait. Ça avait des limites, ça veut dire que ça permettait. Il était aussi beaucoup plus chronologique, hein, aussi. C'est-à-dire que on voyait chronologique. Mais aussi vraiment avec une faible découvrabilité, ce qui fait que les gens en fait se recommandaient des chaînes ou des influenceurs de personne à personne et pas vraiment via le réseau social. Ce qui avait le désavantage de faire gagner quelques influenceurs, créateurs de contenu, de ce que tu veux, mais qui avait aussi du coup l'avantage de ne pas avoir ce truc du renouvellement permanent comme c'est le cas aujourd'hui. Deuxième chose, c'était une ère évidemment sans intelligence artificielle parce que OpenAI c'est 2016 aussi, la création, même si c'est que symbolique de ce point de vue-là. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle a aujourd'hui inondé aussi le contenu qui fait qu'en fait, il y a cette nouvelle tendance du brain rot avec ce fameux 6-7 par exemple, tu vois, qui est en train de percer en ce moment et qui en fait, c'est le brain rot, c'est comment en fait, on est juste en train de créer des contenus absolument absurdes, débiles, qui n'ont aucun intérêt. Et Parce que de toute façon, le cerveau... Et la dernière raison, c'est la fatigue des politiques et notamment de ce bon vieux Trump quand même qui est arrivé en 2016. Et parce que Trump, en fait, à force de oui, jouer 2016, le coup ça du coïncide avec Trump 1. Ouais. C'est ça, ouais. Et en fait, surtout ce qu'on se rend pas compte, et je termine juste là-dessus, NJ, c'est Trump, il fatigue les gens pour une raison qui est presque ontologique à sa personne. C'est qu'on sait pas ce qu'il va faire, en fait. Et ça peut le faire passer pour un excellent négociateur en mode The Art of the Deal. Mais putain, ça brise les couilles, en fait, parce que du coup, nous, on a envie de se projeter pour notre boîte, pour notre famille, pour nos vacances, pour notre vie, en fait. Et on n'a pas envie qu'il y ait une espèce de fou furieux dangereux qui décide du jour au lendemain d'appuyer sur un bouton et de changer les règles du jeu, en fait. Ça casse les couilles. Et en fait, la réalité, c'est que ça casse les couilles de tout le monde, en fait. Ça casse les couilles, y compris de son propre camp. Et je ne comprends pas comment, aujourd'hui, lui ne se rend pas compte du danger de backlash qu'il va se prendre. Oh, ils s'en foutent. Parce qu'en fait, Il s'en fout complètement. oui, mais ouais. il va se le complètement. prendre. Il va se le prendre Ah dans oui, les il s'en fout. midterms, il va se le prendre de partout parce que, au final, l'instabilité est un des trucs qui crée le plus de fatigue de l'époque devant l'intelligence artificielle. NG. Ça, c'est très bien dit. Ouais, moi, sur le backlash de l'IA, je pense qu'il y a forcément un petit peu la peur de vieillir, des gens qui sont, tu vois, qui se voient mieux il y a 10 ans que maintenant. Tu vois, le fait de dire, putain, en fait, en 10 ans, j'ai pas fait grand chose et en plus, l'IA, elle est en train de me remplacer, ça fait chier. 2016, c'est une année, je pense, qui est mal choisie, en fait, pour justement les gens qui sont nostalgiques parce que c'est Cambridge Analytica, c'est l'élection de Exact. Trump. Exact. Et je pense que justement, là, le changement des algos, le changement de la façon dont les réseaux sociaux fonctionnent, en fait, entre 2014 et 2016, c'est là où Cambridge Analytica a récupéré toute sa data qui a permis justement de faire son ciblage. Et c'est cette période-là, d'ailleurs, les changements. Ouais, mais le machine learning et tout le clustering qu'ils ont fait, c'était avant les changements de Facebook. Bon, Facebook était au courant, on le sait maintenant, avec les procès qu'il y a eu, etc., que, d'ailleurs, ils avaient, je crois, envoyé une demande de cease and desist en 2015 à Cambridge Analytica, qui a pas été enforced, donc forcément, ils ont pu influer sur l'élection. Mais en effet, pour le coup, je te rejoins, c'est que 2016, c'est l'arrivée de Trump et d'un monde peut-être un peu moins lisible d'un point de vue géopolitique. Après, sur la partie technologie, moi, je trouve que entre 2010 et 2020, on se faisait chier complètement. C'était du SaaS, c'était des applications banales, etc. Et là, on est passé dans une nouvelle ère. Donc pour moi, non, on continue. 2036, send forward. Alors, les critiques, quand on les regarde, les critiques sur ce backlash, il y a deux trucs qui reviennent en force. Le premier, c'est une critique qui est sociale, impact environnemental, la consommation d'énergie. C'est vrai que ces accords de Paris, c'est 2015. Hein. Ouais, exactement. Et la menace aussi sur les emplois, et notamment les emplois créatifs. Et puis la seconde, elle est pratique. C'est ouais, l'IA, super, mais bon, ça hallucine, ça invente tout un tas de trucs. Il y a effectivement tout un tas d'absurdités. On voit des contenus de merde. On est abreuvé par en fait tous ces contenus de merde. D'ailleurs, Pierre, je voulais te parler. Je sais pas si tu as vu cette histoire avec Games Workshop, qui est cette boîte anglaise, qui est le créateur de Warhammer. Une boîte qui est valorisée plus de 6 milliards de livres. C'est pas une petite boîte. Je t'en parle à toi, Pierre, parce que tu es un expert des jeux de plateau. Tu connais bien ce domaine d'activité.
eh bien, Warhammer, enfin Games Workshop, a banni l'IA de tout son processus créatif. Ils l'utilisent, bien évidemment, l'intelligence artificielle, mais ils ont banni ça le PDG Kevin Rountree a déclaré, on avait quelques managers seniors qui s'y connaissent super bien en intelligence artificielle, et on a constaté qu'aucun n'était enthousiaste pour l'instant, et du coup, on a décidé de faire fi de l'intelligence artificielle dans notre processus créatif. Et depuis, leur cours de bourse a augmenté. Bon, il y a eu une correction depuis, mais l'accueil de leur public et de leurs consommateurs est ultra positif sur ce truc-là. Comment t'analyses ça? J'ai 2 niveaux de lecture. Le premier, c'est que je considère que l'AI transforme le travail créatif en travail de curation. C'est-à-dire qu'on crée du contenu et que ce que fait l'individu qui était avant créatif, il valide ce contenu. Donc en fait, il n'y a plus de plaisir à créer. Et si on prend Warhammer, c'est quand même une entreprise extrêmement créative. Et dedans, je pense qu'ils n'ont que des créatifs. Ouais. Et si on leur dit, non, vous allez faire de la curation, ils vont tous partir. Donc ça, c'est le premier truc. Donc ils se défendent de ça en disant, je veux pas d'AI parce qu'ils risquent de perdre tout le monde. L'autre truc, c'est peut-être une façon de faire du marketing. Comme on a eu du bio à un moment donné, ben là, on aura des trucs faits par les humains, quoi. Donc, c'est pas plus mal non plus. Mais je pense que, essentiellement, c'est ça, le problème pour eux, c'est qu'en fait, c'est une boîte de création et que si tu enlèves tout le plaisir que les gens ont à créer, bah, tu décourages les gens et la boîte se retrouvera un peu quelconque, quoi. Donc voilà ma lecture sur Warhammer. Mais sur le rejet de l'AI, je pense qu'il y a malgré tout quand même plusieurs trucs à dire. Je pense que l'AI crée beaucoup de bruit. C'est devenu insupportable de lire les réseaux sociaux, les LinkedIn, les machins. Moi, je n'y arrive plus. C'est que du contenu créé. C'est-à-dire que on ne peut plus avoir d'opinion originale qu'on publie. On a toujours des gens qui balancent des trucs qui n'ont peut-être d'ailleurs jamais compris pour exister. Et c'est quand même profondément insupportable. Donc, je pense que là, il y a un vrai rejet de ça. Je pense que aussi, les gens, en ont marre de se dire est-ce que ce qui a été créé c'est vrai ou c'est pas vrai. Et donc il y a tout un travail de fact-checking que les gens doivent faire aujourd'hui qui est devenu un peu un truc qui pèse un peu mentalement. Donc je pense que peut-être les gens se disent OK Silicon Valley, vous avez créé une technologie, super génial, c'est quoi le use case? On n'est pas des lapins testeurs. Donc trouvez-moi un use case que je peux accepter, mais arrêtez de faire des thèses dans tous les sens où je deviens un peu le lapin testeur. Je pense que les gens ont un peu marre de ça aussi. Et ben alors justement, dans le use case, je voulais vous montrer Microsoft Myco. C'est une sorte c'est nul, ce truc. Ouais, c'est une sorte de patate jaune que nous lance Microsoft dans Copilot. Ça se veut sympa. On va regarder ensemble le clip d'annonce de Myco et justement le use case que la Silicon Valley nous propose. Ben voilà à quoi est-ce qu'il ressemble. Hi, Miko. My boyfriend's parents are coming over this weekend. His mom is very particular, and I really want them to like me. No pressure then. What are you most worried about? What if I say the wrong thing? Or the place is a mess? I don't even know what to talk about with them. Okay, let's tackle both. First, he chose you, so you're already enough. But let's get you feeling confident. What does he say they care about? Any topics to lean into? They love travel. And family stories. Perfect. I'm pulling some conversation starters about travel. And for the apartment, let's make a quick 30-minute prep list. And remember, they're probably nervous too. They want to see that he's happy. So let them see you two together. Okay, I can do this. You've got this. Just be yourself. That's who he fell for. Écoute, en un mot, pour moi, c'est totalement affligeant. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est-à-dire, c'est une négation de l'humanité et de son intelligence. On a affaire à des questions simples et des réponses simples qui sont manipulées par l'AI. J'ai l'impression d'avoir un idiot mental en face du système et que le système lui répond des idioties. Donc moi, je vois pas du tout l'intérêt d'un truc comme ça. Peut-être je suis trop vieux pour ce genre de conneries, mais c'est vraiment débile, quoi. Voilà. C'est de la merde. Voilà. Est-ce que t'avais bien aimé Clippy à l'époque? Ouais, mais Clippy à l'époque, Clippy, c'est le petit trombone Microsoft Office, pour ceux qui ont pas la ref. Mais Clippy à l'époque, en fait, on savait que c'était
qu'on n'y était pas, donc on lui en voulait pas trop, quoi. C'est un peu comme Siri, quoi. Oui, tu vois. c'est Bon, c'est- aujourd'hui on en veut à Siri parce qu'on se dit putain Apple, tu pourrais faire mieux à l'heure de l'intelligence artificielle. Mais Clippy, on lui en voulait pas. Il était con, mais en même temps, l'informatique était un peu con à l'époque. On savait qu'on était encore plus. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'à l'époque on savait qu'on était plus intelligent finalement que la machine. Mais aujourd'hui, quand on nous a dit, bah non, la machine est plus intelligente que nous, on a aussi des exigences par rapport à la machine qui sont bien supérieures. Et quand on regarde effectivement Miko là, qui est d'ailleurs, je disais une patate jaune, hein, ça fait penser à Vico, hein, les chips, hein, tu vois cette histoire. Je sais pas, mais non, je crois que c'est une contraction de Microsoft et de Copilot. Hein, c'est même en termes de nom, c'est pourri. Bah, on se dit, mais attends, c'est ça. NJ, le truc super génial, super intelligent. Non, ouais, clairement, c'est bon. Je suis d'accord avec Pierre. Je pense que c'est un peu de la merde sur ça. Il y a des projets quand même qui sont intéressants d'humaniser entre guillemets la relation avec l'IA. Alors, il faut pas dire humaniser parce que ça fait peur, etc. Mais en vrai, c'est de se dire, est-ce que tu as ChatGPT, c'est quand même très froid, c'est quand même moi j'utilise beaucoup, tu vois, en voice mode, c'est-à-dire je lui parle, il me répond, etc. Mais ça reste très froid, il y a pas de visage, il y a pas de choses. Donc là, on assiste à la volonté de Microsoft qui a raté sur ce coup et peut-être ils vont faire d'autres coups mieux. On voit des produits, notamment tu as parlé du CES, donc embarqués dans des petits robots. Tu vois, il y a mon pote donc Clément de Gingface l'année dernière, ils ont racheté une boîte qui s'appelle Pollen Robotics en France, et là ils ont lancé un truc qui marche assez bien qui s'appelle Richie Mini, qui est un petit robot, tu vois, mignon pareil, et en fait avec de l'IA embarqué, et ça se vend super bien, et je pense que ça va vraiment répondre à quelque chose, tu vois, avant d'avoir les Optimus de Elon Musk, donc les robots qui vont tout faire, ou tu vois, le robot, on en avait parlé aussi dans un épisode à $20,000 qui va te mettre ta vaisselle dans ton lave-vaisselle. Je pense qu'on va avoir besoin de ces petits robots un peu bêtes, tu vois, comme si c'était des Peluche, animaux. ouais, je suis méga mais- d'accord. Je suis mais méga qui d'accord. embarque l'IA, tu vois. Et donc là, pour le coup, ouais, Miko, je pense que c'est un mauvais choix parce qu'en fait, ce qu'il doit faire, c'est aider les entreprises à embarquer sur du robot, parce que pour faire de l'IA sympathique et pour peut-être passer outre le backlash, en tout cas sur tous les gens qui vont pas l'utiliser comme nous au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont avoir cet impact sans l'avoir dans les mains, l'IA. Je pense que ouais, la robotique, c'est vraiment un moyen d'y aller. C'est Juste- c'est ah. très juste là-dessus, Carlos, c'est ultra juste NJ. Je me dis que moi, dans mon bureau, si jamais il y avait une espèce de, tu sais, espèce de, pas obligé d'aller jusqu'à une peluche, tu vois, faut pas être too much, mais un truc un peu mignon, un peu drôle, mais qui est connecté à une IA, un peu comme Claude, et que moi je peux mettre dans mes réunions, et en fait quand on a un doute en mode est-ce qu'on a fait ça, bah en fait je peux demander au petit à la petite peluche, tu Compagnon, vois. là, ouais. Ça c'est sûr que en Mais tu sais, étape ça fait avant penser au Optimus, Nabastag, c'est hein, très ce malin. que tu dis. Ça fait penser au Nabastag. On avait ça à l'époque, tu sais, avec. Vous pas vous ce que rappelez c'est. pas, vous êtes Ah non, trop là, jeune. ouf. Le Nabastag, c'était français d'ailleurs. C'était une sorte de lapin avec des oreilles qui bougeaient en réunion. Quand tu recevais un mail, par exemple, les oreilles se mettaient à bouger. Ça faisait un peu de bruit, des trucs comme ça. Et t'avais ça dans ta salle de réunion. Mais pour finir sur ce backlash, parce que ce sujet, j'avais envie d'en parler parce que c'est ma fille, Anna Rose, qui bosse avec moi, notamment, elle s'occupe de toute la partie social media de Silicon Carnet, qui m'a Dis-lui de faire dit- les cross-posts sur Instagram. il faut qu'elle fasse des cross-posts sur Instagram. Mais c'est elle qui m'a dit, effectivement, qui m'a alerté sur ce trend là de Bring Back 2016. Et en discutant avec elle, je vous lis ce qu'elle m'a dit parce que c'est assez intéressant. Je lui ai dit, mais pourquoi tu penses que c'est intéressant de parler de ça? Elle m'a dit, je vous lis et j'aimerais qu'on réagisse et qu'on termine l'émission là-dessus. Je vous lis ce que dit ma fille. En gros, les gens disent que 2016, c'était une époque beaucoup plus libre et légère. On se foutait beaucoup moins du regard des autres. Les gens assumaient leur personnalité. Il y avait une vraie spontanéité. On était aussi beaucoup plus ancrés dans la réalité, moins dans le virtuel, moins dans l'IA, moins dans la suroptimisation. Ça, c'est intéressant aussi. Du coup, comparé à notre époque hyper artificielle, voilà comment est-ce qu'une fille de 19 ans voit notre époque, hein. La trend Bring Back 2016, c'est surtout une nostalgie collective et une envie de retrouver l'énergie insouciante et la créativité de 2016. Et elle parlait notamment de tout ce personal branding, qu'elle en a ras le cul de ce personal branding.
on n'est pas des marques, on est des individus, on est des personnalités. C'est ça ce que disent les jeunes. Moi, je trouve ça hyper rassurant de la part d'une gamine de 19 ans de dire un truc comme ça. Pierre? Moi aussi, je trouve que c'est très rassurant. Moi, j'ai toujours été pas du tout favorable au personal branding. J'ai toujours trouvé que c'était de la merde parce que on est ce qu'on est et on va pas se rendre surhumain ou sur machin parce qu'on fait du truc sur LinkedIn ou sur machin. Donc, moi, le personal branding, j'ai jamais compris et je comprendrai jamais. De toute façon, je suis trop vieux pour ces conneries. Donc, je suis très content qu'en fait quelqu'un de plus jeune que moi puisse dire que ce machin c'est une véritable dérive idiote et que ça va disparaître parce que je pense que c'est fondamentalement quelque chose qui doit disparaître et qu'en fait, ça a fait quoi? Ça a enlevé le côté authentique de l'humain. Et je pense que les connexions qu'on fait avec les gens, si elles sont authentiques, on peut connecter. Si elles sont trafiquées, on n'arrive plus à connecter. Donc, je sais que t'es pas d'accord avec moi, Valran, parce que tu es dedans, et que c'est ton métier, mais moi, c'est pas le mien, et je déteste le personal branding. Et donc, merci à ta fille de ramener un peu d'humanisme et de valeur sur la table. Il y avait longtemps que c'était dû. Valran, réaction. On va laisser la parole à Valran. Moi, je suis pas d'accord. Effectivement, pour un peu de contexte, pour ceux qui ne le savent pas, dans mon groupe Le Crayon, on a une agence qui s'appelle Le Surligneur, qui a tout un pôle personal branding et relations presse, qui marche très très bien. Non, mais je le dis pour que les gens aient du contexte, qui marche très bien. Ouais. Kelly Massol, Mounir Lagoun, Blaise Matuidi, Yasmine Douadi sont autant de personnes que nous accompagnons là-dedans. En fait, moi, la raison pour laquelle je suis pas d'accord sur la question du personal branding, c'est 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le personal branding, c'est quand même en opposition aux marques. Et pour être très franc, je préfère une Kelly Massol qu'une marque désincarnée. Je préfère un Mounir Lagoun qu'une banque désincarnée. Vous faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je préfère ça. Deuxième chose, ça crée. Ça dépend s'il y a un mauvais produit. C'est même le sujet. Même à dire, c'est même presque même pas le sujet. Je te parle vraiment en termes d'incarnation et de confiance et de relation à un produit, à un projet. Deuxième chose, c'est la question du contrepoids. Je veux dire, en vrai, le personal branding a créé un contre-pouvoir énorme aux institutions dont de toute façon les gens n'en avaient plus du tout confiance. Et c'est venu comme une réponse à ça. Alors le paroxysme, et c'est d'ailleurs un peu une dérive de ça, mais c'est Trump qui, avec son personal branding, s'est opposé aux institutions. Mais c'est vrai dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Nous, par exemple, avec Le Crayon dans les médias, on a un personal branding qui s'oppose, entre guillemets, aux médias traditionnels. Et la dernière chose, Pierre, et là je vais te prendre par les sentiments, mais sans personal branding, on se rend compte pas, mon Pierre. En fait, la réalité, elle est aussi là. Je rencontre pas NG, je rencontre pas Carlos. C'est mon personal branding qui m'a fait mon passeport pour qu'en fait Carlos ait envie de me parler et que je me retrouve sur Silicon Carnet pour vous parler, les amis. Ouais, mais donc, moi ça me rend un peu triste que tu me dises ça. Non, mais là-dessus t'as raison. Mais il y a une opposition entre personal et branding. C'est intéressant dans ce que tu dis parce que Valran, je suis entièrement d'accord avec toi. On parle de professional branding d'ailleurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que le terme n'est pas bon et qu'on a aujourd'hui, ce que je pense que ce que ma fille est en train d'exprimer, c'est que ce personal branding, il touche maintenant des gamins de 14 ans qui pensent qu'ils sont des marques alors qu'ils ne sont pas des marques et qui agissent sur les réseaux sociaux. Mais dans ce cas, c'est un autre terme qui s'appelle le social selling, qui est pas la même chose que le personal branding. En gros, c'est le fait de réussir à incarner à travers soi un projet. Nous, on préfère parler de professional branding parce que c'est plus concret. Mais pour moi, ce dont parle ta fille, c'est ce qu'on appelle le social selling, c'est-à-dire le fait d'augmenter sa sociabilité à l'échelle grâce aux réseaux sociaux. Et c'est notamment un truc qui a beaucoup existé chez les femmes qui ont entre, on va dire, 15 et 25 ans et qui vont augmenter en gros leurs opportunités sociales, mais notamment amoureuses, grâce au fait de se faire voir sur les réseaux sociaux. Avec le fameux cliché de l'influenceuse qui se fait DM par le footballeur. Cliché terminé, hein, j'ai pas envie d'en faire une généralité. Juste un petit commentaire, tu mets pas du rouge à lèvres à un cochon. C'est tout. Et le personal branding, pour moi, c'est de mettre du rouge à lèvres à un cochon. Voilà. Non, ça dépend. Oui, mais si c'est pas un cochon. Si c'est pas un cochon, ça marche, quoi, en fait, quoi. Si c'est pas un cochon, il a pas besoin de rouge à lèvres. Tu vois, c'est ça la question. S'il est pas cochon, il n'a pas besoin de rouge à lèvres, il a un beau produit, il a une belle marque, il a tout ce qu'il faut. Et en fait, il n'y a pas besoin de faire un gros fake. Voilà. Ce sujet, en fait, il clôture bien. Enfin, on a entamé l'émission en parlant des commentaires. En fait, c'est juste qu'on donne des outils à tout le monde pour faire ce qu'ils ont envie. Et donc, forcément, la gloire, tu vois, tu prends pyramide de Maslow. Une fois que les gens, ils mangent, ils sont bien chez eux, ils ont un peu une sécurité, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent briller, ils veulent avoir leurs 5 minutes de gloire. Et donc, forcément, les réseaux sociaux,
c'est le paroxysme de ça. Ouais. C'est pour ça que moi, Miami, on est la capitale de OnlyFans. Et bon, bah, c'est sympa, tu vois, de se balader dans des villes où tout le monde, tu vois, il y a que des jolies filles, etc. Mais pour le coup, sur le backlash, en fait, pour moi, c'est un débat que tu as tout le temps. Et en 2016, je suis sûr que tu as eu des gens qui vont dire, ah, mais viens, on revient en 2006. Et en 2006, t'en as qui ont dit, viens, on revient en 96. Parce que Paris Hilton, elle était pas là et que Paris Hilton, elle est trop Exactement. fake. Donc, t'as toujours t'as toujours un truc qui peut te ramener en arrière. Et je pense que c'est vachement important, surtout à l'époque de l'IA, cette culture de l'avant. Moi, c'est un débat que j'ai beaucoup avec des potes sur le rap. Parce que, tu vois, dans le rap, on dit toujours, le rap, c'était mieux avant. Et en fait, pour moi, le rap de maintenant, il est exceptionnel en termes de diversité, en termes de... Bref, de tout. Et je pense que c'est vachement important. Et pour ta fille que j'ai rencontrée, en plus, qui est super smart et tout ça, je pense qu'elle doit justement se battre pour faire de cette époque, de 2026, une époque formidable. En fait, pas se dire, qu'est-ce qu'on peut couper en 2026 pour faire de 2026-2016, mais plutôt qu'est-ce qu'on doit ajouter et qu'est-ce qu'on doit faire de Qu'est-ce mieux qui manque aujourd'hui pour que le monde de demain soit mieux. Et ça, c'est un truc qui est présent partout, hein, dans le boulot, dans la vie de la société, dans la politique, etc. Tu vois, cette volonté de revenir en arrière parce que soi-disant on n'a pas fait les bons choix. Moi, je pense que c'est toujours se tromper. Et déjà, de toute façon, c'est pas possible. Donc, on vit avec notre quotidien. Là où ta fille a un vrai point, or ça s'implique moins au personal branding tel que nous on le fait au Surligneur pour des entrepreneurs, des entreprises et tout. Mais de manière générale dans la société, là où elle a raison, c'est que les gens aujourd'hui se mettent une pression d'image personnelle par rapport à l'autre qui est dingue et qui est née avec TikTok. Qui est pas né avec LinkedIn, tout ça, tout ce que tu veux. C'est né avec TikTok et l'idée qu'une vidéo de toi bourré en soirée pouvait taper 2 millions de vues. C'est ça qui a vraiment fondamentalement changé dans l'époque que vit ta fille. Moi, j'aurais effectivement potentiellement moins fait le con à ma propre époque si j'avais eu ce risque-là qui pesait sur ma tête. Mais en fait, le problème de ça, c'est le name and shame, en fait. Le name and shame est le problème, en fait, que cible ta fille. C'est-à-dire la peur de se dire, en fait, je vais avoir ma vie ruinée à cause d'une vidéo qui va tourner. Et c'est prouvé, hein. C'est prouvé, hein, ouais. Et je voudrais vous donner quelques chiffres pour terminer cette émission parce que je les ai trouvés qui sont très intéressantes. Il y a une analyse récente du Financial Times qui a montré que le temps passé sur les réseaux a culminé en 2022 et que aujourd'hui on est dans un déclin avec une diminution de plus en plus importante du temps passé, notamment chez les jeunes. Il y a véritablement une fatigue de la part de la Gen Z. Il y a aussi une enquête de Harris Poll qui indique qu'une part importante des 18-27 ans aurait préféré que certaines plateformes n'aient jamais existé, certainement parce que ils ont vu les dégâts de ce que tu évoques, notamment Valorant, et que ils se disent TikTok. Et ils disent même, il y a notamment en Angleterre, près d'un jeune sur deux parmi les 16-21 ans disent qu'ils auraient préféré grandir dans un monde sans Internet. C'est assez hallucinant. Ouais, mais c'est en fait c'est le trop à tuer l'usage en fait. Et on voit du truc. Et on voit aujourd'hui tous ces phénomènes. C'est pour ça que je voulais parler de ce backlash. Il est réel. Il faut qu'on le prenne en compte. Hein. C'est des signaux qui sont hyper importants. On voit le retour des dumb phones. On voit le retour des soirées phone free, des retraites sans écran, etc., etc. Il y a une recherche un petit peu de la déconnexion. Ça devient intéressant, comme quoi. Quand on dit que la Silicon Valley peut pousser l'humanité dans son utopie, etc. Non, l'humanité elle réagit aussi à la technologie quand elle est pas d'accord, elle le montre en fait. Hein. Le pic c'est le métaverse d'ailleurs. 2022 c'est le métaverse d'ailleurs. Ça personne n'en veut. Personne n'en veut. Mais tu vois sur Twitter. Typiquement, donc Twitter X maintenant, c'est quand même l'apogée la limite, tu vois, du micro article. Donc avant c'était 280 caractères, puis 140 caractères, etc. ou l'inverse. Et là en fait ils ont lancé un concours du meilleur article format long et ils payent $1 million pour le meilleur article. Et franchement la qualité. Alors je pense que 90% des articles qui sont publiés sont en grande partie écrits avec l'aide de l'IA, mais il y a des super articles qui sont en train de faire des millions de vues et qui sont des formats longs. Et donc, ça montre quand même que ces plateformes-là, je pense qu'on fait le même constat, tu vois, du déclin
de l'usage des plateformes de type scroll pour un retour à du contenu un peu plus long, etc. Parce que les Et gens on ont le voit envie dans de les podcasts, et retrouver dans un les cerveau, podcasts tu c'est vois. pareil, et dans le podcast sûr. c'est pareil quoi en fait. Et les gens ont besoin de formats comme le nôtre où c'est des véritables individus qui s'expriment, qui ont des opinions, qui sont pas d'accord, qui s'engueulent, mais avec courtoisie, Qui sont potes. et qui sont potes malgré tout quoi en fait. Donc c'est le réel. Moi j'étais hier, il y a un groupe qui est en train de se créer à Paris là, qui Road to Bercy, où c'est des petits jeunes qui veulent fabriquer Jules. un événement avec 10 000 personnes à Bercy, des entrepreneurs, etc., et qui m'ont demandé de venir. Et ils m'ont dit, mais tu sais ce qu'on adore nous dans Silicon Carnet, c'est qu'on a l'impression que t'en as rien à foutre. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi. Non, même pas, je m'en fous Même pas aussi. Tu vois, et c'est exactement. Et je trouvais que ça On en résonnait a vachement avec ce qu'on vient de dire on là. en parlait quoi. vendredi. On en parlait Ouais. vendredi, Carlos. Ouais. C'est pour moi, c'est ma grande obsession personnelle parce que je sais que ça m'a coûté quelques points de politiquement correct, on va dire, mais je m'en fous parce que je dis ce que je pense. La réalité, c'est que c'est ce dont parle ta fille. Pour moi, la fatigue sociale liée aux réseaux sociaux, la plus importante, c'est celle-là. Au point même où t'as un truc de fou, c'est que le politiquement incorrect est devenu en soi-même aussi une posture. Tu sais, il y a une espèce de serpent qui se mord la queue où en fait tout est posture, y compris même le fait de dire que en fait tes comptes c'est aussi. Et donc en fait les gens ils veulent retrouver des gens normaux et c'est pour ça que les réseaux sociaux baissent. En revanche, le temps d'écran ne baisse pas parce que ce sont les plateformes de SVOD qui gagnent. Avec notamment un essor du documentaire, un essor évidemment des séries télévisées et un nouvel essor de la télé-réalité et de tout type de télé-réalité. Et c'est pour ça qu'il faut aussi regarder un peu ces signes-là. C'est quand même ça pointe tous dans les questions en gros des émissions longues en fait, des contenus longs. Voilà, c'était la fin de cet épisode de Silicon Carnet. Super débat, super intéressant. Vous aussi, participez à ce débat en laissant des commentaires. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, restez courtois, restez sympa. La vie, elle est déjà suffisamment difficile. Vous ne savez pas non plus ce que l'autre personne est en train de vivre. Donc quand vous vous adressez à quelqu'un et quand vous laissez un commentaire, essayez d'être le plus sympa possible. En fait. Et pour toute critique, on veut une stat. Comme ça, ça vous oblige à vous challenger vous-même. Voilà, on vous embrasse. À bientôt et rendez-vous samedi dans Silicon Carnet. Allez, hasta luego, Ciao. amigos. Bye bye. Ciao.